Bonjour à tous et bienvenue donc à ce cinquième webinaire de l'année où on va vous parler donc de la maîtrise du débit variable et du coefficient de foisonnement. Donc ce webinaire il vous sera présenté par Eric Bernadou, responsable projet chez IMI Hydraulic Engineering, et moi-même Antoine Jauvert, donc responsable du support et de la formation technique. Alors, tac. Il manque un truc. Un instant, pardon. Voilà. Donc, quelques questions pratiques, d'ordre pratique avant de commencer. On maintient vos micros inactifs durant toute la présentation afin de pouvoir présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les taper dans la fenêtre questions. On y répondra On voit en... pas ta présentation, toi, hein. On voit pas la présentation, là. Ah, pardon. Comment ça se fait? Tac. Tu es en plein écran. OK, Ouais, voilà, super. c'est mieux. Donc, n'hésitez pas, je vous disais, à taper vos questions dans la fenêtre questions. On y répondra en fin de présentation durant une session d'une quinzaine de minutes. Vous serez également à participer à un sondage et pour cela, merci de basculer du mode plein écran au mode fenêtre via le bouton qui est prévu à cet effet dans le panneau de configuration qui se trouve à la droite de votre écran. Vous pourrez ensuite basculer entre ces deux modes via le bouton prévu à cet effet. Donc, on s'était donné rendez-vous le 30 septembre pour parler de la gestion de l'air dans les installations hydrauliques, comment traiter l'air, quelles étaient les solutions à notre disposition pour traiter les différentes formes d'air. Aujourd'hui, on va détailler donc le débit variable, comment maîtriser le débit variable et le coefficient de foisonnement. Et ensuite, on se donnera de nouveau rendez-vous le 25 novembre pour parler des logiciels et services d'aide à la conception hydraulique. IMI, en toutes lettres Imperial Metal Industries, c'est un groupe qui existe depuis 1862 à travers 3 divisions internationales. IMI Précision, qui conçoit des microvannes de précision pour l'industrie automobile et pharmaceutique. IMI Critical pour le contrôle des fluides, donc dans l'industrie, notamment l'industrie oil and gas. Et enfin, IMI Hydronic Engineering, notre secteur d'activité, donc pour tout ce qui est solutions hydrauliques dans les systèmes CVC, résidentiels, commerciaux, que ce soit en neuf ou en rénovation. Nous avons donc chez IMI Hydronic 3 marques. La marque Pneumatex concernant le maintien de la pression dans l'installation et la préservation de la qualité d'eau. La marque TA pour l'équilibrage et la régulation des fluides. Et enfin, la marque AMR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Donc, tous nos centres de recherche, de développement et de production se trouvent en Europe, chez IMI Hydronic. Donc, que ce soit donc à travers différents pays, en Pologne, Slovénie, Suède, en Suisse, en Allemagne, en Belgique également. Donc, on a vraiment toute une chaîne de fabrication et de développement 100% européenne. On met à votre disposition différents services, donc notamment des logiciels de sélection, que ce soit sur PC iSelect ou alors sur téléphone iTools. C'est une application assez utile que vous pourrez utiliser sur vos chantiers pour tout ce qui est dimensionnement, soit de tuyauterie ou de vannes, ou pour également réaliser des calculs ou des conversions hydrauliques. N'hésitez pas à les télécharger, elle est disponible gratuitement et vous pourrez l'utiliser à tout moment. On a des instruments de mesure également. L'instrument de mesure phare chez nous, c'est le Théascope qui vous permet donc de faire des mesures de débit, de pression, de température sur vos installations. Nous avons en Hongrie un bureau d'études
pour l'optimisation et le calcul hydraulique de vos installations. Donc, n'hésitez pas à nous consulter là-dessus. On peut travailler sur vos plans, réaliser des calculs, faire du dimensionnement, des sélections. Et enfin, on a un centre de formation à Tremblay, en France. Donc, soit on dispense des formations sur l'équilibrage, la régulation hydraulique, aussi sur le maintien de pression, soit à Tremblay directement, ou bien à distance via Microsoft Teams, par exemple. Aujourd'hui, nous allons donc parler du débit variable, la variation de charge, et le coefficient de foisonnement également, qui va nous permettre de nous rapprocher de la réalité dans le design et dans le fonctionnement de notre installation. Quels sont les avantages liés à ce débit variable? Nous allons comparer les diverses solutions qui existent, donc de régulation et d'équilibrage en débit variable. Et puis on verra des applications bien spécifiques, on les verra en détail. Et enfin, on répondra à toutes vos questions. Donc, première chose, la variation de charge ou variation de puissance. Pourquoi on parle de variation de charge? Eh bien, parce que selon les conditions climatiques à un moment T ou selon l'usage, l'activité dans un bâtiment, on sera amené à avoir différents besoins thermiques, différents besoins de confort thermique dans l'installation. Et pour ça, on a besoin de faire varier la puissance de l'installation. Dans un deuxième temps, on verra comment prendre en compte tous ces usages et ces conditions climatiques dans le design de l'installation également, grâce au coefficient de foisonnement. Alors, premièrement, je vais vous proposer un petit sondage. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire varier la puissance dans l'installation. Et il se trouve qu'une grande partie du temps, on va se trouver à 50% de puissance. Et savez-vous, à 50% de puissance, à quel débit fonctionne l'installation? Soit 80% du débit nominal, soit 50%, ou alors 20%. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre. Donc, je vais clôturer le sondage. Merci pour toutes vos réponses. Donc, je partage vos résultats. Donc, 50% d'entre vous ont répondu 20% du débit nominal. Et puis après, on a des répartitions égales sur les autres réponses. Alors, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, tac. Donc, je vous disais qu'en majorité du temps, finalement, une installation va travailler en dessous de 50% de sa puissance qui a été calculée, prévue initialement. Il est important de varier finalement, d'adapter la production aux besoins réels de l'installation. En chauffage, comment ça se traduit? Eh bien, 85% de la saison de chauffe, on va travailler en dessous de 50% de la puissance nominale. Donc, finalement, ce sera uniquement quelques jours très froids dans l'année où l'on aura besoin d'une puissance supplémentaire. Et là, on va devoir donc balancer tout le jus de notre installation, on va ouvrir les vannes de régulation en grand. Mais c'est du coup uniquement 15% du temps qu'on aura besoin de faire ce travail-là. En froid, en climatisation, même constat, 72% de la saison, on va travailler en dessous de 50% de la puissance nominale. Et comment ça se traduit en fonctionnement, en débit sur l'installation? Eh bien, si on regarde la courbe caractéristique d'un échangeur thermique, quel qu'il soit, donc que ce soit un radiateur, un ventiloconvecteur, une centrale de traitement d'air
ou encore un échangeur à plaques, eh bien, on observe cette courbe en bleu qui est non linéaire entre la puissance et le débit. Et finalement, à 50% de puissance, on va se trouver à 20% de débit. Donc, c'est des débits qui sont très faibles par rapport au dimensionnement initial de l'installation. Donc, on aura besoin de faire varier ce débit sur l'installation pour vraiment coller aux besoins réels. Si on regarde en parallèle à 80% de puissance, donc là, les jours où on aura besoin d'un peu plus de puissance pour chauffer l'installation, eh ben, on se trouvera seulement à 50% de débit. Donc vous voyez, le rapport est assez conséquent finalement. C'est une relation qui n'est pas linéaire du tout. Et alors qu'on a dimensionné notre installation pour 100% de débit, on va finalement se trouver la plupart du temps à travailler entre 0 et 20% du débit nominal. On peut aussi considérer tous les besoins de notre installation dès le design de cette installation. Donc il faut savoir qu'en principe, on fait nos calculs pour pouvoir être capable de délivrer la somme de la puissance maximum de toutes les unités terminales sur l'installation. Donc, finalement, en réalité, toutes les parties d'un bâtiment ne vont pas être utilisées à pleine puissance au même moment. Et donc, pour prendre en compte cette intermittence des besoins, on va utiliser le coefficient de foisonnement. Ce coefficient de foisonnement, il va dépendre des usages du bâtiment, donc du taux d'occupation notamment du bâtiment, du taux de simultanéité de la charge climatique, donc plus simplement des conditions climatiques, donc de l'ensoleillement notamment, de l'humidité. Donc ce sera en particulier important sur des bâtiments où on aura beaucoup de surfaces vitrées, je pense au tertiaire, on aura un ensoleillement important et on aura besoin d'adapter donc nos besoins en fonction de ces conditions climatiques. Et enfin, de la surface qui sera couverte par chaque émetteur, ou encore du nombre de trames. Un exemple, si on avait dimensionné initialement des convecteurs pour couvrir 3 trames, mais qu'en réalité, ils ne vont couvrir que 2 trames, et bien finalement, on aura réalisé un surdimensionnement important de notre installation. Et on va considérer toutes ces particularités dans le design grâce au coefficient de foisonnement. Un exemple, donc au niveau des usages du bâtiment, ici, on a regardé une étude issue de la revue Energy and Buildings, une revue américaine, donc qui a comparé les différents usages des bâtiments d'un campus universitaire. Sur un campus américain, un campus aux États-Unis, on retrouvera différents bâtiments et on a notamment un immeuble administratif ici. Donc, vous avez le taux d'occupation sur cet axe du bâtiment et les horaires ici. On voit qu'entre 6 heures et 18 heures, on a un taux d'occupation qui est assez important sur le bâtiment, compris entre 60 et 70% de la capacité du bâtiment. Donc, c'est là qu'on aura besoin essentiellement de chauffer. On va prendre en compte ce profil d'usage dans notre dimensionnement. Maintenant, si je considère un autre bâtiment sur ce même campus, ici c'est une bibliothèque universitaire, eh bien, pareil, j'ai le taux d'occupation ici. On a un taux d'occupation beaucoup plus bas, qui sera compris entre 20 et 30% au maximum. Et le profil horaire aussi va varier. Ici, entre 6 heures et minuit, j'aurai de l'occupation. Et donc, j'aurai besoin de chauffer sur toute cette plage horaire, mais avec une puissance qui va varier selon l'heure. Et je peux constater que le vendredi, donc ici représenté par des carrés, eh bien, j'ai une diminution pardon, assez importante de l'occupation, de l'activité dans cet immeuble, puisqu'en fait, on va se rapprocher du week-end. Donc, les étudiants
qui viennent à la bibliothèque vont progressivement quitter le campus et partir en week-end. Et donc, ici, dès le début d'après-midi, on a un taux d'occupation qui s'effondre. On va prendre en compte toutes ces caractéristiques grâce, dans le design de notre installation, grâce au coefficient de foisonnement. Et également dans le fonctionnement de notre installation, grâce au débit variable. Je vais prendre un petit exemple ici pour vous montrer l'approche du coefficient de foisonnement sur l'installation. Ici, si on prend un facteur, alors un coefficient de foisonnement ou un facteur de simultanéité, il pourra porter différents noms, ce facteur. On l'appelle également des fois, parfois le taux de diversité. Si je prends donc un facteur de 0,8 que j'applique à mon installation, première approche que je peux avoir, première vision que je vais avoir, je peux dire que toutes les unités sont alimentées, elles produisent 80% de leur puissance nominale. Donc c'est ça un facteur de 0,8, c'est 80% de la puissance nominale finalement. Donc si je considère ce cas, toutes mes unités fonctionnent à 80% et j'ai donc, si on regarde la courbe caractéristique des échangeurs, j'ai 50% de débit dans mon installation. Donc si je prends cette approche-là, un coefficient de foisonnement de 0,8 avec toutes les unités à 80%, je vais designer mon installation finalement pour 50% du débit initialement prévu. Maintenant, deuxième vision que je peux avoir, deuxième approche, c'est que je vais maintenant considérer que 80% des unités produisent leur puissance nominale et que 20% des unités restantes, enfin, les unités restantes, donc c'est-à-dire 20% de toutes les unités, sont coupées, ne sont plus alimentées, ne produisent plus aucune chaleur ou froid. Eh bien, cette fois, je n'ai plus 50% de débit, du débit nominal dans l'installation, mais 80%. Donc, vous voyez, selon l'approche que l'on va avoir, on aura un débit qui va varier de façon importante dans l'installation. Et finalement, en réalité, qu'est-ce que l'on va observer? On va observer aucun des deux cas. En fait, on va observer un mélange. On se situera entre ces deux situations. On aura des unités qui seront en effet coupées, certaines qui seront alimentées partiellement et d'autres à pleine puissance. Donc on va se trouver en réalité entre ces deux situations. Mais comme très souvent en génie climatique, dans tout design en génie climatique, on va prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire celui-ci. On va prendre 80% du débit pour limiter tout risque, puisqu'on aurait pu prendre 50% du débit, et là, on aurait vraiment réduit de façon drastique tous nos investissements sur l'installation au niveau des diamètres des équipements, mais on va plutôt choisir la sécurité et prendre 80% du débit. Un exemple d'application ici, avec notre logiciel iSelect, donc édité par IMI pour réaliser l'équilibrage, alors tout ce qui est dimensionnement et sélection de tuyauterie, de vannes d'équilibrage, de vannes de régulation sur votre installation. Donc ici, j'ai la possibilité d'appliquer un facteur de foisonnement pour le design, et je vais donc le faire de la façon suivante. Donc, je vais choisir à quelle portion de mon bâtiment va s'appliquer ce facteur de foisonnement. Donc, je peux choisir soit l'ensemble du bâtiment ou alors à certaines portions, certains étages, certaines zones. Et je vais choisir le niveau de foisonnement que je veux appliquer, entre 0 et 1, soit entre 0 et 100% de foisonnement. Je peux même, selon les zones du bâtiment, appliquer un facteur différent, puisque j'aurai des taux d'occupation différents d'une zone à l'autre. Maintenant, voyons les résultats. Ici, j'obtiens l'impact de ce facteur de diversité, ce coefficient de foisonnement, sur le dimensionnement des vannes, que ce soit des vannes
d'équilibrage ou de régulation. Alors, en orange, ici, je vois la proportion des vannes dans ce diamètre, par exemple en DN15, avant application du facteur, puis après application de ce facteur en gris ici. Donc, on voit qu'il y a quelques modifications qui ont été réalisées. Eh bien, je vois ici le détail. Avant application du facteur de foisonnement, j'avais par exemple une vanne d'équilibrage ici en DN50 que l'on a pu réduire de 2 diamètres après application de ce facteur. Donc maintenant, je peux la sélectionner en DN32, cette même vanne, et elle va faire le même travail. Ici, je suis passé également d'une vanne en DN50 au DN40. Alors, évidemment, ce n'est pas l'ensemble de l'installation qui va bouger, que l'on va redimensionner. Il y a certains éléments qui vont rester dans le même diamètre, puisque le foisonnement ne va pas s'appliquer à l'ensemble du bâtiment. Ou alors, parfois, il ne sera pas assez important pour tout redimensionner. Ici, j'ai une vanne en DN32 qui est passée en DN25. Donc, globalement, on voit que je peux faire des économies dans le design, dans le dimensionnement. On parlait des vannes. Maintenant, ici, concernant les tuyaux, même constat. Et c'est là encore, l'effet est encore un peu plus important. On parle notamment de hausse des matières premières de l'acier. Eh bien, j'avais 10 mètres de tuyauterie en DN80. Ils sont restés en DN80. Ok, ça n'a pas bougé. Mais maintenant, si je regarde une portion un peu plus importante, ici qui était en DN65 sur 74 mètres, eh bien, je la retrouve en DN50. J'ai donc baissé d'un diamètre. Sur 74 mètres, ça consiste en une économie, une économie sur l'investissement vraiment importante. Ça, ici, ça n'a pas bougé. DN65, je suis resté dans le même diamètre. Mais là, je retrouve de nouveau une tuyauterie en DN40 sur 21 mètres qui a baissé d'un diamètre. Donc finalement, en prenant en compte donc, cette variation, donc plutôt les besoins réels de mon installation en fonction des conditions climatiques et l'usage du bâtiment, on voit que dès le design, je vais pouvoir réaliser des économies sur mon investissement et j'aurai une installation qui fonctionnera dans les meilleures conditions, pas besoin de tout surdimensionner. Et encore, on a pris des sécurités, comme je vous l'explique tout à l'heure, puisque plutôt que prendre 50% du débit, on va prendre 80% du débit. Voilà. Donc maintenant, Eric va vous décrire donc, les différentes solutions qui existent dans la régulation ou dans l'équilibrage pour maîtriser le débit variable sur les unités terminales. Très bien, merci bien Antoine. Je vais prendre donc la main, enfin je vais essayer de faire ça au mieux. Vous allez me dire quand vous voyez mon écran. Hop. Oui, on voit ton vous écran. Voyez Mais bien. est-ce que tu peux changer l'affichage? Voilà. C'est ça. Est-ce que ça va là? Oui, parfait. Très bien. Merci bien Antoine. Bonjour à tous. Donc, Antoine vient de décrire la charge partielle variable sur nos installations et puis également la prise en compte du coefficient de foisonnement qui va nous permettre de faire une optimisation d'investissement, mais surtout de fonctionnement de l'installation également. Alors ici, on va regarder les diverses solutions que l'on a à notre disposition de régulation et d'équilibrage pour répondre en permanence à cette charge variable. Avant de voir les technologies, il est intéressant de noter finalement le comportement thermique d'une installation. Vous savez, quand vous avez choisi pour un bâtiment, vous avez sélectionné vos groupes de froid, les technologies de groupe de froid avec la marque que vous souhaitez avoir, les types de pompes. Ensuite, vous avez fait la distribution, les échangeurs. Et puis, vous arrivez jusqu'aux unités terminales, ventiloconvecteur, plafond. Eh bien, d'une installation à l'autre, suivant le mode de régulation que vous allez utiliser au niveau de l'unité terminale, eh bien, vous aurez un comportement qui sera différent. Et en fait, on a une question essentielle à se poser au niveau de la vanne de régulation qui équipe l'unité terminale, c'est est-ce que je vais utiliser une vanne 2 voies ou une vanne 3 voies?
23 voies ou 4 voies, c'est la même chose hydrauliquement, hein. Donc ça, c'est la première question. Et puis, est-ce que je vais travailler en tout ou rien ou en modulant? Alors, 22 voies, 23 voies, aujourd'hui, la majorité des installations, les installations neuves, elles se font en 22 voies, donc du débit variable qui a pris de plus en plus d'importance sur le marché en France. La régulation tout ou rien modulant, il y a des choses qui évoluent. On travaille beaucoup en tout ou rien. C'est la solution, on va dire, simple, en se disant, bon, ça régule correctement, j'ai les bonnes températures ambiantes, faire du modulant 0,10 volts, ça ne changerait pas beaucoup. Et c'est exact, l'impact sur le confort lui-même n'est pas forcément très significatif. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr l'impact sur l'ensemble de l'installation. Et en fonction de si je travaille en tout ou rien ou en modulant, eh bien, je vais avoir un impact sur mon installation qui est différent. Si vous regardez le graphe ici en bas à gauche de votre écran, vous avez une situation, si je travaillais en débit constant, donc avec des 23 voies, quelle serait la température de retour que je vais renvoyer au groupe de froid quand je travaille à charge intermédiaire? Eh bien, ici, on voit sur ce graphe, si par exemple, à pleine charge, à 100% de puissance, je renvoie de l'eau à 12 degrés, donc j'ai dimensionné, au départ, j'ai 6 degrés, je renvoie de l'eau à 12, tout est bien dimensionné. Voilà, ça, je suis à pleine charge. Maintenant, si je suis à 50% de puissance, eh bien, quelle température je renvoie? Je renvoie de l'eau qui est aux alentours de 10 degrés sur mes groupes de froid. Et puis, quand mon installation demande moins de puissance, les 23 voies continuent à se fermer, elles se mettent sur leur bypass, c'est-à-dire que je renvoie de l'eau froide, de plus en plus d'eau froide sur le retour de mon installation, et donc je dégrade ma température de retour jusqu'à arriver, si toutes les vannes étaient fermées, je renverrai de l'eau à 6 degrés. Alors bon, évidemment, si je suis tout fermé, il n'y a pas de raison de faire continuer à travailler les groupes de froid. Mais on voit ici, je dégrade ma température de froid dans les charges en dessous de 50% de puissance, et ce qu'a noté Antoine, c'est que c'est la majorité du temps de fonctionnement de l'installation. Si je prends la même installation, exactement les mêmes groupes de froid, maintenant je vais travailler en débit variable, en tout ou rien. Eh bien, ma température de retour, vous voyez, c'est le graphe du milieu avec la courbe orange ici. Eh bien, quand je suis en tout ou rien, ça veut dire que j'ai des unités qui sont à 100% de débit et d'autres qui sont fermées, qui sont à 0. Celles qui sont à 100% de débit, si elles sont en condition nominale, elles renvoient de l'eau à 6 degrés. Celles qui sont fermées, elles renvoient rien du tout puisqu'elles sont fermées. Donc, ici, de l'eau à 12 degrés, pardon. Ici, ça veut dire que les unités qui sont ouvertes, elles vont renvoyer de l'eau tout le temps à 12 degrés. Alors, vous voyez, sur le graphe, ce n'est pas tout à fait 12 en fonction de la charge. En fait, c'est un peu moins de 12 parce qu'on a poussé loin la simulation thermique et hydraulique et on a regardé les phénomènes d'interactivité hydraulique. Vous savez, ça, c'est un phénomène hydraulique qui est présent dans toutes nos installations que l'on doit gérer, qui simplement traduit le fait que quand une vanne se ferme à un endroit de l'installation, eh bien, ça charge la pression pour les autres vannes et donc ça change le débit pour les autres vannes et ça crée des surdébits sur les autres vannes. Donc, suivant comment vous allez gérer cette interaction hydraulique, vous allez plus ou moins dégrader la température de retour de votre installation. Ici, on a une température de retour, on va dire, entre 10 et 12 degrés. Regardez bien maintenant la même installation, mais je décide de faire travailler les vannes en modulant. Donc, j'envoie un signal 0,10 volts et bien sûr, la vanne et le moteur doivent être adaptés pour ça. Donc, 0,10 volts. Maintenant, quand les vannes se ferment de façon modulante, elles vont prendre des positions intermédiaires, mon delta T va augmenter sur les échangeurs. Et ce qui veut dire que je vais renvoyer ici de l'eau de plus en plus chaude, relativement, hein, on est en climatisation, sur le retour de l'installation, ce qui est favorable au rendement des groupes de froid, des pompes à chaleur. Et ici, ça a un impact. Alors, on a eu ces informations venant de fabricants de groupes de froid. On a un impact qui va entre 10 et 20%. On note ici 15% sur le rendement des groupes de froid. Je le répète, c'est la même installation, mais j'ai gagné 15% de rendement sur le groupe. Sur des groupes de froid, vous imaginez sur un site hospitalier ou sur des bâtiments de bureaux, enfin assez importants, ça représente des factures énergétiques qui sont assez importantes. Donc, vous voyez, le comportement sera différent entre la solution que je vais utiliser pour la régulation des unités terminales. Même chose si je regarde les coûts de pompage. Les coûts de pompage sur une installation s'expriment avec la formule qui est ici en bas à droite. Les coûts de pompage, il y a un coefficient fixe ici. Et ensuite, ils sont en fonction de la hauteur manométrique que vous utilisez. Donc, vous avez tout intérêt à bien déterminer la hauteur manométrique de pompe et à caler cette hauteur manométrique correctement lors de la mise en service, la mise au point d'installation. Et puis, fonction du débit que vous prenez dans l'installation tout au long de fonctionnement de l'installation. Alors, le coefficient, c'est 0. Il démontre juste que si vous faites tourner la pompe
et puis que vous fermez complètement une vanne, donc vous avez débit zéro, vous fermez la vanne principale, vous êtes à débit zéro, la pompe tourne, il ne faudra pas la laisser comme ça trop longtemps. Si elle tourne, c'est qu'elle consomme de l'électricité. Pourtant, je n'ai pas de débit, donc cette partie de l'équation est à zéro. Et bien voilà, c'est cette consommation électrique alors que vous n'avez pas de débit sur l'installation. Voilà ce que traduit ce coefficient. Et après, le reste, eh bien, c'est la HM et puis le débit que vous consommez. Si je suis à débit variable, eh bien, je ne vais pas consommer tout le temps 100% du débit. Et si je suis à débit variable, tout ou rien, ou modulant, eh bien, j'aurai un débit qui est différent. C'est ce qu'a montré Antoine au début de sa présentation, qui va situer entre 20 et 50%. Si je fais du pur modulant, partout sur mon installation, sur les CTA et les unités terminales, je vais tourner autour de 20%. Et donc, j'ai minimisé mes coûts de pompage. C'est la même pompe, hein, ça ne vous coûte pas plus cher, mais elle va consommer électriquement beaucoup moins tout au long de la saison de chauffe ou tout au long de la saison de froid. Voilà l'impact que ça va avoir suivant le choix technologique que vous allez faire. Alors maintenant, pour faire cette régulation performante et l'équilibrage, là, je vais commencer par les unités terminales. On a aujourd'hui deux grandes familles de solutions. On a dans notre catalogue toute cette gamme de produits et en fonction des installations, on va pouvoir choisir l'une ou l'autre. La première solution, c'est ce qu'on appelle les vannes à pression indépendante. C'est-à-dire que c'est devenu très courant aujourd'hui, on va équiper les ventiloconvecteurs, les plafonds, les unités terminales de vannes dites à pression indépendante. Ces vannes-là ici, où on voit il y a un régulateur de pression qui est incorporé dans la vanne. Donc c'est une vanne qui est plus sophistiquée, il y a plus de technologie à l'intérieur, de membranes, de ressorts, etc., pour garantir que la pression est stabilisée sur la vanne et donc garantir que le débit que vous avez réglé reste toujours le bon dans les conditions nominales et ensuite la vanne va réguler. Et ici, vous avez de nouveau à vous poser cette question, est-ce que je veux une vanne tout ou rien? À ce moment-là, on va prendre une vanne dite linéaire pour faire ce travail-là. Vanne tout ou rien, la caractéristique importe peu puisque la vanne est soit ouverte, soit fermée. D'accord? Après, il ne faudra pas qu'elle soit avec une caractéristique qui soit n'importe quoi, parce que dans la position intermédiaire, il faut quand même qu'il y ait un changement qui soit progressif. Mais tout ou rien, on va prendre une vanne linéaire. Si vous dites non, finalement, je suis intéressé pour faire une régulation modulante sur l'unité terminale, alors on va utiliser ce qu'on appelle des vannes dites égales pourcentage. Je ne vais pas décrire ici les technologies, mais on pourra, pour ceux que ça intéresse, aller plus loin, où là, le clapet et le siège de vanne sont tout à fait particuliers. Ce sont des vannes qui coûtent un peu plus cher. Il n'y a pas une très grosse différence, mais un peu plus cher, parce qu'il y a une technologie plus sophistiquée à l'intérieur qui va permettre d'avoir une réelle progression du débit, parce qu'il ne s'agit pas de dire je vais faire du modulant en envoyant un signal 0,10 volts venant du régulateur. Donc, j'ai payé un régulateur plus sophistiqué qui m'envoie un signal 0,10 volts. Et finalement, la vanne n'est pas capable de répondre à ça. Elle a un comportement qui, elle, ne sera pas modulant. Donc, ici, on va choisir l'une ou l'autre des vannes en fonction de ce qu'on veut faire. L'avantage de ces technologies, c'est que finalement, on n'a pas de calcul d'équilibrage à faire. C'est relativement simple. C'est pour ça que ça séduit relativement beaucoup d'installateurs ou de bureaux d'études. Donc, ça va simplifier, on va dire, la partie équilibrage. Et on n'a pas de régulateur de pression différentielle installé sur les branches. Les inconvénients, c'est que, en fait, c'est quand même des vannes avec des technologies plus concentrées, plus sophistiquées, donc avec une plus grande sensibilité dans le temps à l'encrassement, même si on fait des tests très, très poussés dans la résistance à l'encrassement, et bien, suivant les types de vannes que vous allez utiliser, vous avez quand même ce risque qui est plus grand que sur une vanne traditionnelle. Et puis également, un des gros désavantages qu'on a pu voir avec ces vannes automatiques sur lesquelles nous, on a travaillé, c'est le fait que tout d'un coup, ça se dit automatique, donc vous perdez la notion de mesure de débit et le diagnostic sur la vanne. Alors, je le mets ici, et désolé, là, je fais une partie un peu plus commerciale, c'est dans le cas de vannes concurrentes, parce que tout ce que l'on développe comme produit chez IMI Hydronique, IMI TA, eh bien, toutes les vannes, on veut qu'elles soient, même si elles sont automatiques, elles soient mesurables en débit, pression, température, pour celui qui va exploiter le site, pour pouvoir diagnostiquer son système. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de dire, eh bien, je ne vais pas utiliser des vannes à pression indépendante, mais je vais créer ce qu'on appelle des modules à pression indépendante. C'est-à-dire que je viens mettre en place, à certains endroits de l'installation, un régulateur de pression différentielle. Et ensuite, les batteries, les ventiloconvecteurs, par exemple, sont équipés de vannes plus traditionnelles. Or, traditionnelles, mais qui vont permettre quand même de faire de la mesure de débit, de l'équilibrage, mais qui n'intègrent pas de régulateur, de membrane de ressort, et puis donc ça qui vont faire le travail. Du point de vue qualité de régulation, qualité d'équilibrage,
les deux solutions toutes sont tout à fait équivalentes, hein. Mais ici, voilà, on a un avantage d'avoir une vanne qui est plus simple, plus facile à installer, plus simple en termes de fonctionnement. Mais le désavantage, c'est qu'on va devoir installer un régulateur de pression différentielle et le régler. Bon, c'est un désavantage relatif, mais voilà, il est à noter par rapport à la première version. L'autre aspect intéressant, c'est que le coût en fait d'une telle installation, en tenant compte du régulateur de pression différentielle, et on sait que aujourd'hui on a besoin, aujourd'hui d'ailleurs c'était le cas hier aussi, d'optimiser les coûts d'investissement et de les réduire, et d'autant que sur une installation vous avez 100, 200, 500, 1000 ventiloconvecteurs voire plus, eh bien on va optimiser le coût. Et cette solution ici, la numéro 2, vous avez un coût d'investissement qui est en gros entre 10 et 20% inférieur à ce que vous auriez en vanne à pression indépendante. Donc, c'est évidemment un aspect intéressant. Alors, il faudra faire le calcul, par contre, d'équilibrage, et pour ça, on se fera aider par le logiciel qu'a présenté rapidement Antoine, et également, pour ceux qui n'ont pas le temps ou la possibilité de le faire, on peut transférer des plans à notre support d'ingénierie pour faire le calcul complet de l'installation. Pour vous donner l'idée, en gros, le temps de calcul d'ingénierie, c'est à peu près 1 à 2 minutes par ventiloconvecteur. Donc, ça vous donne une idée de l'investissement qu'il faut faire. Si vous avez 100, 500 ventiloconvecteurs, du temps à passer, c'est assez rapide quand on connaît l'utilisation de ce logiciel. Et ensuite, bien sûr, devoir installer et régler le régulateur de pression différentielle. Donc ça, c'est les deux solutions, et je le répète, où on va travailler soit en tout ou rien, soit en modulant. La mise en service, la procédure d'équilibrage, ce que je me prends dans ce premier cas avec les modules hydrauliques, eh bien, elle va se faire simplement. Ici, d'abord, on va faire le pré-réglage des ventiloconvecteurs avec le calcul que l'on a pu faire avec le logiciel. Et puis ensuite, on va venir régler le régulateur de pression différentielle. Oui, mais on ne va pas le régler pour 100% du débit. Si on a pris en compte ce qu'a exprimé Antoine précédemment des coefficients de foisonnement, notre installation hydraulique doit répondre à ces coefficients de foisonnement. Donc, si par exemple le coefficient de foisonnement est de 70%, eh bien, ce que l'on fait, on va fermer 30% des ventiloconvecteurs sur ce plateau ici. Donc, il reste 70% qui sont ouverts. Et on va ajuster le régulateur de pression différentielle pour amener les 70% de débit qu'il nous faut dans cette installation, qui correspond au foisonnement que l'on a prévu. Et on n'aura jamais besoin de plus, puisque c'est ce qui a été demandé et déterminé par ce foisonnement. Et à ce moment-là, on va ajuster la pression différentielle nécessaire pour avoir ces 70% de débit. Une fois que j'ai fait ça, bien simplement, je fais réouvrir les vannes normalement par la régulation, et puis je vais m'attaquer à l'étage en dessous. Et quand je règle l'étage en dessous, ça ne perturbe pas le premier, puisque le régulateur de pression différentielle, lui, fait en permanence, il s'adapte, il réadapte la situation, quelle que soit la pression primaire. Donc, j'ai une installation relativement simple à équilibrer, parce que chaque partie d'installation est finalement indépendante d'hydraulique, du point de vue hydraulique, du fait des régulateurs de pression différentielle. Donc ça, c'est l'équilibrage dans ce cas-là avec cette option technologique. Si j'ai affaire à une installation qui utilise des vannes à pression indépendante, il y a un point d'attention. Là, on a mis un panneau danger, entre guillemets, c'est de dire, oui, mais attention là, si vous avez mis des vannes à pression indépendante, vous allez les régler à 100% du débit du ventiloconvecteur. Ça, vous n'avez pas le choix, puisque potentiellement, ce ventiloconvecteur, à un moment donné, va avoir besoin de puissance de 100%, même si d'autres sont fermés à côté. Alors, ça va. Ça ne serait pas un souci. Le souci qui peut se poser, qu'on a pu voir sur certains bâtiments, c'est qu'on a pris en compte, donc, le bureau d'études et l'installateur ont pris en compte un coefficient de foisonnement, et c'était très bien de le faire. Mais à certains moments de fonctionnement d'installation, eh bien, il y a un appel de puissance important. Pourquoi? Parce qu'on a un moment de journée de canicule, ou alors parce qu'on fait des ralentis, des relances de l'installation. Et là, à ce moment-là, toutes les vannes se mettent grandes ouvertes. Toutes les vannes ici des ventiloconvecteurs vont s'ouvrir en grand parce qu'elles ne sont pas satisfaites en température. Mais là, elles demandent toutes 100% de débit, alors qu'en fait, votre installation, les tuyaux, la pompe, même les groupes de froid, ont été dimensionnés pour 70%, par exemple, si vous aviez pris un coefficient de foisonnement de 70%, qui était normal dans cette installation. Donc là, vous êtes dans une situation particulière. Il va falloir finalement limiter le débit. Alors, je disais que je n'avais pas besoin de régulateur de pression différentielle dans ce cas-là, mais il va falloir que je limite le débit sur les branches si je veux couvrir ce cas de figure de cas, on va dire, exceptionnel, où j'aurai un appel de puissance qui ne correspond pas à mon facteur de foisonnement de mon installation.
Parce que si je ne le fais pas, ben, je vais avoir une pompe qui va être en surcharge, je vais avoir un surdébit, donc une incompatibilité au niveau des groupes de froid. Et ce qui va se passer sur ce bâtiment, les premiers étages vont recevoir du froid, par exemple, si je suis en climatisation. Il va falloir attendre que la température ambiante commence à atteindre la consigne pour voir les vannes de voie commencer à se fermer. Quand elles vont se fermer, ça va pousser du débit sur l'étage suivant. Ensuite, l'étage suivant, au bout d'une heure ou plus, il va commencer à être en température, les vannes vont commencer à se fermer, ça va pousser du débit sur l'étage d'après, etc. Et vous l'avez compris, on aurait une installation qui va démarrer de façon bancale. Il y a une partie du bâtiment qui commence à chauffer, et puis ensuite, c'est la partie suivante, etc. Et les derniers étages reçoivent du chaud ou du froid qu'en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi quand les gens commencent à partir des bureaux. Donc ça ne serait pas des situations acceptables. Alors pour éviter ça, dans ce cas-là, eh bien, on va venir rajouter sur les branches deux possibilités. Soit une vanne qui va nous permettre de limiter le débit maximum, ça serait par exemple une vanne de type modulator ou compact P dans notre gamme, qui va limiter le débit, ou également, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à certaines de nos présentations, mais une vanne qu'on appelle TA Smart, c'est une nouvelle technologie qui va permettre de faire à la fois cette limitation, mais également le comptage d'énergie dans le cas où on veut faire du comptage par zone sur le bâtiment. Donc, on va utiliser ces nouvelles technologies de vannes qui embarquent du comptage d'énergie. Je vais vous la décrire rapidement. Ce n'est pas le but ici de la présentation, mais juste quelques mots parce que c'est des nouvelles technologies. Donc, vous voyez, deux possibilités si vous voulez limiter par plateau le débit et éviter qu'il y ait une surcharge de l'installation, un appel de puissance qui ne correspond pas au foisonnement. C'est soit une limitation de débit par une vanne à pression indépendante, sans moteur d'ailleurs, j'ai mis la photo avec moteur, mais on pourrait enlever le moteur, elle va juste servir à limiter le débit, ou alors une vanne qui va permettre de limiter le débit, mais avec du comptage d'énergie. Or, c'est ce qu'on appelle la TA Smart. Très rapidement, je le répète, ce n'est pas ici le but de la présentation. Donc, vous voyez, c'est une vanne qui intègre un débitmètre ultrason, c'est-à-dire qu'on a la capacité de mesurer en permanence le débit qui circule dans cette vanne, quelle que soit la régulation que l'on fait à toute charge, et même des très faibles débits, on va pouvoir les mesurer précisément avec la technologie des débitmètre ultrasons. Et puis, connaissant le débit, connaissant la température dans la vanne, puisque vous avez ici une sonde température, et connaissant la température sur le retour, si la vanne a été placée sur l'allée, ou inversement, si on le souhaite, eh bien, on connaît le delta T, avec une grande précision, on connaît le débit avec une grande précision, et bien ça y est, on a la puissance qui est consommée à l'instant T sur cet endroit d'installation. Et comme j'ai la puissance, et bien si j'intègre, je vais avoir un compteur d'énergie. Vous avez un compteur d'énergie en mode chaud et en mode froid, parce que vous pourriez très bien utiliser la vanne dans deux modes de fonctionnement, en chaud et en froid, en changeover. Et bien à ce moment-là, vous avez deux comptages d'énergie qui sont séparés, plus d'autres fonctions, et vous allez communiquer via bus de communication, BACnet, Modbus, etc. On pourra, pour ceux que ça intéresse, vous donner plus de détails sur ces technologies. Donc ça, je viens de voir ici la partie sur les unités terminales, ventiloconvecteurs. D'autres applications spécifiques en débit variable qu'on va chercher à optimiser. On a une application qui est couramment utilisée aujourd'hui, qui est les plafonds rayonnants, qu'on va faire travailler en changeover. Changeover, c'est-à-dire un coup avec du chaud, donc on est à 4 tubes, on a une alimentation en chaud, et puis quand on veut du froid, eh bien on bascule et on va passer sur le froid. Alors ces applications, on utilise généralement une vanne qu'on appelle 6 voies, qui vont permettre de faire ce basculement entre le chaud et le froid. Cette vanne 6 voies, pour ceux qui connaissent ces technologies, ce sont des vannes quart de tour. Et en fait, en réalité, vous voyez, quart de tour, c'est un boisseau sphérique, c'est un quart de tour, et on ne fait pas de régulation ou d'équilibrage avec une vanne quart de tour boisseau sphérique. Et là, d'autant moins que cette vanne 6 voies, en fait, vous avez une partie qui est utilisée pour le chaud, une partie de la vanne qui est utilisée pour ce qu'on appelle la zone neutre, c'est-à-dire vous ne faites pas de chaud, vous ne faites pas de froid, et une partie qui est utilisée pour le froid. Ça veut dire que ce quart de tour, en réalité, est divisé en 3, donc c'est un 12e de tour. Donc, si vous souhaitiez faire de la régulation de l'équilibrage avec un 12e de tour de vanne, c'est évidemment complètement impossible et il ne faudra pas l'envisager. Donc, ce que l'on va faire, en fait, cette vanne-là, on va l'associer à une véritable vanne de régulation modulante, pression indépendante. On va combiner les deux et on va faire ici donc la régulation, alors, à votre choix, tout ou rien au modulant. On vient de parler des avantages du modulant. On va pouvoir faire une régulation modulante sur cette vanne-là, pression indépendante. Et en fait, cette vanne-là, elle va commander la vanne 6 voies et elle va lui dire à quel moment
on veut basculer sur le chaud ou est-ce que on veut basculer sur le froid. Et à la vanne suivante, on va lui demander simplement des fonctions très simples. Mets-toi à 100% sur le chaud ou mets-toi à 100% sur le froid. C'est tout ce qu'on va lui demander. Et la régulation et l'équilibrage, on va le faire par la vanne qui est dédiée pour ça, qui a été fabriquée pour ça, vanne à pression indépendante. Le paramétrage va être relativement simple puisque vous avez une application ici qui vous permet directement de dire, ben voilà, sur cette installation, sur ces panneaux, je veux par exemple un débit chaud de 95 litres heure, je veux un débit froid de 250 litres heure. Vous allez paramétrer votre moteur avec un smartphone et vous avez directement le paramétrage. Vous n'avez rien à faire au niveau du régulateur, de la programmation du régulateur. Et directement, vous allez choisir également le signal de contrôle, le 0,10 volts, comment vous voulez le découper. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez avoir le plus grand signal possible entre 0, mettons, et 4,5 pour réguler de façon modulante le chaud, même chose sur le froid, avec une zone neutre ici. Et entre les deux, c'est à ce moment-là que le moteur va dire à la vanne 6 voies, bascule-toi sur le froid ou bascule-toi sur le chaud. Donc, il n'y a rien à faire sur la régulation de la vanne 6 voies, du moteur de la vanne 6 voies. Il n'y a même pas de câblage électrique puisqu'on va l'alimenter directement via ce moteur-là. Vous voyez, ça, c'est une solution de nouveau optimisée pour ces installations de plafond. Donc, on a beaucoup d'installations qui se font comme ça. Ensuite, quelques autres cas d'application du débit variable et de conversion d'installation, notamment quand on a une installation existante qu'on va convertir et que l'on veut améliorer en termes de fonctionnement en débit variable. Le premier cas de figure, j'ai des échangeurs qui sont agrégés, des CTA, des échangeurs avec des vannes de voie, et je souhaite améliorer le comportement, eh bien, je vais mettre en place des régulateurs de pression différentielle pour un ensemble d'échangeurs. Et là, tout d'un coup, en faisant ça, je vais remonter ce qu'on appelle l'autorité des vannes de régulation. Je vais leur permettre de fonctionner correctement et je vais éviter les phénomènes d'interactivité hydraulique du site. Donc là, ça va être des améliorations hydrauliques sur des sites existants. Dans certains cas, eh bien, le régulateur de pression différentielle, c'est le cas du milieu ici, le schéma au centre, eh bien, on va même l'installer directement autour de la vanne de régulation. Ça, c'est dans un cas où il y a un échangeur qui est piqué directement sur ma tuyauterie principale. Eh bien, je veux m'assurer que la vanne de régulation va travailler dans les meilleures conditions. Je ne la change pas, je garde celle qui est en place. Par contre, je viens équiper autour un régulateur de pression qui va lui garantir en permanence de travailler correctement. Si je suis en neuf ou alors si je décide de changer les vannes par des nouvelles technologies, plutôt que d'installer une vanne de régulation et un régulateur de pression différentielle, on va utiliser une vanne à pression indépendante, ce qu'on appelle la TA modulator pour les échangeurs, ou la TA Smart si je veux faire du comptage d'énergie. Ça, on est dans la rénovation, soit on change les vannes, ou alors on est dans le neuf. Donc ça, c'est les trois solutions hydrauliques. Ensuite, également, quand vous avez des installations, ça c'est intéressant, vous savez, vous avez des installations, c'est le schéma ici à gauche, dans la bulle jaune ici, vous avez un primaire qui alimente des sous-stations, et les sous-stations sont des bouteilles casse-pression, c'est le bypass ici qui est représenté, ça pourrait être un échangeur ici également, un échangeur tubulaire ou à plaque. Et donc, c'est une installation avec un primaire qui est dit travailler à débit constant, puisqu'en fait, quelle que soit la demande du secondaire, j'ai toujours le débit qui arrive, que j'ai équilibré, réglé avec une vanne d'équilibrage ici sur le retour. Elle pourrait être sur le départ d'ailleurs. Donc ici, pour régler le débit de chacune des sous-stations, et on a un débit constant qui arrive. Quelle que soit la charge, je travaille à débit constant. Alors ces installations, on est en train de les faire évoluer et on souhaiterait qu'elles travaillent à débit variable. Et de côté secondaire, vous avez une vanne 3 voies qui va faire la régulation de la température que vous voulez en mélangeant de l'eau de retour avec de l'eau de départ pour faire la bonne température que vous souhaitez, par exemple, sur la centrale de traitement d'air. Eh bien, pour convertir ce schéma et le faire travailler maintenant à débit variable, la possibilité que vous avez, c'est de dire, eh bien, ce qu'on va faire, on va installer au primaire de la bouteille une vanne de voie qui va travailler en injection ici sur ce circuit, qui va s'ouvrir plus ou moins pour injecter de la température en fonction de ce que je veux. Ici, au secondaire, j'ai plus besoin de 23 voies. Alors, elle est partie de mon schéma. En fait, simplement, ça veut dire que si vous ne voulez pas la démonter, vous la mettez grande ouverte. Vous la laissez complètement ouverte. Et le signal du régulateur qui avant venait sur votre 23 voies, en fait, maintenant, vous l'utilisez sur la 22 voies qui est au primaire de l'installation. Donc, vous n'avez pas changé de régulateur. Le signal, c'est exactement le même, mais vous avez converti votre installation. Vous n'utilisez plus la 23 voies, vous travaillez avec une vanne de voie en injection. Alors, ça va même plus loin puisque ici, bon, je l'ai représenté au départ, la vanne. On pourrait très bien
démonter simplement la vanne d'équilibrage qui existait ici sur le retour et remplacer cette vanne-là par une vanne de régulation. Alors, si vous voulez faire du comptage d'énergie, eh bien, ça sera une vanne TA Smart. Si vous ne voulez pas de comptage d'énergie, ça serait les vannes dites TA Modulator. Mais notez que les encombrements entre brides sont les mêmes, c'est standardisé et on a fait en sorte que toutes nos technologies de vannes gardent toujours des choses normalisées. C'est-à-dire que si vous vouliez démonter une vanne de chez Siemens, par exemple, et remplacer par une vanne de IMI hydronique modulator, eh bien, ce sont les mêmes encombrements de brides, ce qui veut dire qu'en rénovation, ça c'est un point qui est extrêmement intéressant, ça permet de ne pas avoir à faire de tuyauterie pour rénover un gros site et le basculer en débit variable. Donc ça, c'est une évolution. Et de plus en plus, vous verrez, nos installations vont utiliser des vannes 2 voies en injection plutôt que des vannes 3 voies comme on a l'habitude d'utiliser auparavant. Pour un fonctionnement hydraulique et thermique qui est exactement le même et qui est optimisé puisque je fais du débit variable. Donc ça, c'était un schéma hydraulique d'évolution en débit variable. Également, et ça peut être intéressant, vous avez d'autres schémas. Je vais prendre le même cas de figure que précédemment, mais maintenant, vous voyez, initialement, mon circuit n'est pas régulé, c'est-à-dire que ma régulation de température, elle est faite au primaire, et mon secondaire, j'ai toujours des sous-stations, mais mon secondaire, je souhaite qu'il soit alimenté à la même température que mon primaire. Ça va? Donc j'ai ici TS, température secondaire, qui doit être égale à la température primaire. Pour ça, eh bien, en fait, vous devez vous assurer qu'en permanence, le débit primaire est toujours supérieur au débit secondaire. Okay? Pourquoi il doit être supérieur? Parce que s'il est supérieur, ça veut dire que là, j'arrive avec un certain débit, je prends un autre débit de l'autre côté, mettons, j'arrive avec 10 mètres cubeurs, si ma pompe ici prend 8 mètres cubeurs, eh bien, j'ai 2 mètres cubeurs qui passent dans le bypass ici, et je mélange de l'eau chaude avec de l'eau de retour que je renvoie à mon retour. Ce n'est pas complètement optimal en termes de température de retour, mais vous avez assuré en faisant ça que votre température secondaire sera toujours bien égale à la température primaire et c'est votre priorité. Alors, ce qu'on va faire quand même, on va faire en sorte de renvoyer toujours le minimum de température d'eau chaude sur le retour de l'installation. Et on va ici, dans ce cas-là, installer une vanne de voie avec 2 sondes de température. On va faire la comparaison entre la température de retour du secondaire et la température du retour après la bouteille casse pression. Et on va faire en sorte que T2 soit toujours supérieur à T1 et vous choisissez votre différentiel qui va être de l'ordre de 1 ou 2 degrés. D'accord? Et pour faire ça, ça veut dire qu'en permanence, cette vanne de voie va s'assurer que le débit primaire ici va suivre le débit secondaire qui est variable puisque j'ai les vannes de voie est toujours supérieur. Donc si je prends ici 5 mètres cubeurs parce que les vannes de voie se sont fermées, eh bien la vanne de voie va s'ouvrir pour générer par exemple 5,5 mètres cubeurs. Donc j'ai 0,5 qui vont dans ce tuyau qui réchauffe légèrement le retour pour être supérieur et vous avez un système qui est dit suiveur. Vous avez un secondaire qui est variable, vous avez converti parce que vous voulez faire du débit variable et du coup vous avez fait votre primaire qui également suit en variable et donc vos températures de retour qui sont optimisées, vos chaudières à condensation qui reçoivent une température optimisée, vos groupes de froid également. Vous voyez, ça c'est une option. On pourrait le faire également plutôt que d'installer une vanne de voie et une vanne d'équilibrage par une vanne dite modulateur, pression indépendante, et vous ferez exactement la même chose. Enfin, je vais terminer. On pourrait passer bien sûr la journée à regarder tous ces montages hydrauliques, ces schémas. Je vais terminer sur un dernier schéma très rapidement. Plutôt que de le faire électriquement avec des sondes de température, vous pourriez faire exactement le comportement que j'ai décrit auparavant, mais en utilisant un régulateur de pression différentielle. L'astuce ici, c'est de placer une vanne d'équilibrage dans le bypass et de faire en sorte que le régulateur de pression différentielle maintienne toujours un débit minimal dans ce bypass, dans ce sens-là. Et en fait, le régulateur va s'ouvrir et se fermer pour maintenir toujours un débit dans ce sens-là dans le bypass. Donc, toujours faire en sorte que le débit primaire soit légèrement supérieur au secondaire et d'avoir exactement le comportement hydraulique que j'ai décrit auparavant. Vous voyez, donc c'est tous ces schémas qu'il va falloir regarder quand on veut faire évoluer les installations vers du débit variable et du débit variable modulant. La conclusion donc, de ce webinaire, bon, on va assez vite, on pourrait passer plus de temps. Donc, le débit variable modulant présente de nombreux avantages, consommation réduite des pompes, augmentation du rendement des chaudières et des groupes de froid, je dis bien débit variable modulant, hein, j'insiste sur ce terme-là. Ça va nous permettre de travailler avec un facteur de diversité, et Antoine nous l'a décrit, là on optimise les investissements sur l'installation, coût de tuyauterie, diamètre de vanne et le fonctionnement
qui est un meilleur fonctionnement. Pour la régulation, eh bien, on a des questions clés à se poser. Est-ce que je travaille en tout ou rien modulant sur les unités terminales? Question essentielle. Quel coefficient de foisonnement je vais prendre? Est-ce qu'il est globalisé? Est-ce qu'il est différencié par étage ou par partie d'installation? Et ensuite, je vais déterminer donc la technologie que je vais utiliser sur chacune des applications en fonction du ventilocorrecteur, plafond, centrale demandeur, échangeur. Et puis ensuite, si je suis en rénovation, on va devoir étudier chaque boucle de régulation pour savoir comment on l'a fait évoluer sur ce débit variable modulaire. Donc voilà très rapidement ce webinaire. On peut passer maintenant aux questions et bien sûr les réponses qu'on peut donner. On va essayer de prendre le maximum de questions. Donc Antoine, je te laisse gérer ça. Oui, merci Eric. Alors, donc première question qu'on a, quand et pourquoi choisir entre une régulation par variation de débit ou par variation de température? Oui, alors, je ne sais pas si Antoine, tu veux y répondre, tu veux que je le fasse. Non, vas-y Eric. Ouais. En fait, les installations, bon, vous avez, généralement, c'est les deux qui sont combinés. Vous avez une préparation de loi d'eau en chauffage, typiquement, par exemple, on va faire une loi d'eau, donc on prépare une température de départ d'eau en fonction des conditions extérieures, donc c'est très classique, hein, loi de chauffage, vous connaissez ça. Et ensuite, vous avez une régulation terminale qui va se faire par variation de débit. Alors, si je prends un exemple robinet de radiateur, eh bien, ça va être le rôle du robinet thermostatique de faire cette régulation terminale. Si je prends une régulation de ventiloconvecteur, eh bien là, la régulation terminale va se faire par une vanne de voie avec un thermostat, une régulation plus ou moins sophistiquée. Donc, c'est généralement une combinaison des deux que l'on va utiliser, optimiser le plus possible la température d'eau, parce que pourquoi envoyer de l'eau, mettons, à 80 degrés en permanence pour l'installation, pour demander derrière à des vannes qui vont venir se fermer en fonction de la charge? Ben non, on va chercher à faire en sorte de préparer la température d'eau à la valeur la plus basse possible, mais qui doit satisfaire le circuit ou l'échangeur le plus demandeur. Ça va? Alors c'est toujours le point le plus délicat, c'est de dire est-ce que je suis en train de préparer la température d'eau qui correspond bien à couvrir la puissance à un endroit de mon bâtiment qui est la plus demandeuse, et ensuite la régulation fera le reste pour ajuster les débits sur le reste de mon installation qui n'a pas besoin de cette température d'eau. Et ça, je dirais que ces nouvelles technologies de vannes qui permettent d'avoir, vous voyez, cette communication jusqu'à la vanne elle-même, ça va vous permettre d'optimiser les installations parce que finalement, la meilleure façon de savoir si votre puissance primaire est bien adaptée aux besoins de l'installation, c'est d'observer le comportement des vannes. Et en réalité, si vous commencez à avoir des vannes qui sont complètement ouvertes, ça veut dire que votre température d'eau commence à atteindre ses limites. C'est-à-dire que la vanne s'est ouverte complètement, vous avez besoin de puissance. Et donc là, on va dire, attention, il va falloir commencer à décaler les points de consigne. On fait ce qu'on appelle un système suiveur, c'est-à-dire qu'on observe la demande et on va adapter la température d'eau. On le fait généralement de façon très basique en chauffage avec cette loi d'eau, puisqu'on va interpréter en disant que les conditions climatiques extérieures nous déterminent cette demande, mais on pourra aller un cran plus loin en regardant le comportement réellement de l'installation. De plus en plus, on va vers ces tendances. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, je l'espère, mais on pourra continuer cette discussion si vous le souhaitez. Oui, Antoine? merci. Alors oui, en effet, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus de détails ou si si on a été hors sujet. Donc, je passe à la question suivante. La TA Compact P ne peut-elle pas fonctionner en modulation avec un régulateur 0,10 volts? Je me permets de répondre oui, tout à fait. Elle peut fonctionner avec un régulateur 0,10 volts. C'est même une partie de sa fonction. C'est une vanne de régulation et d'équilibrage indépendante de la pression. Donc, comme une vanne de régulation classique, elle peut fonctionner avec un régulateur 0,10 volts. Question suivante. Bonjour. Alors, où télécharger iSelect? Alors, iSelect, il est disponible sur notre site internet. Donc, alors là, on vient de changer notre site internet. Il vient d'être rénové. Et donc, vous le retrouverez rubrique Toolbox, le logiciel iSelect.
N'hésitez pas à nous renvoyer un mail si vous ne trouvez pas ou à nous appeler. Question suivante. Donc, bon, comment calcule-t-on la courbe du début de la présentation liant puissance et débit? Alors, comment le calcul? Alors, Vous j'ai voulez que je pas le réponde? détail. Oui, vas-y, Eric. Oui, S'il te plaît. si la question est bien concernant cette courbe de la puissance émise en fonction du débit pour une température d'eau. Et d'ailleurs, si vous changez la température, vous aurez des courbes similaires. Si c'est bien de cette courbe dont vous parlez, en fait, cette courbe, elle est calculée en fonction de ce qu'on appelle le coefficient d'échange thermique de l'échangeur, qui se calcule assez simplement. Vous faites le rapport de delta T sur les installations. Vous faites le rapport du delta T nominal, c'est-à-dire par exemple si vous avez du 6, 12, eh bien le delta T c'est 6, d'accord, que vous allez diviser par ce qu'on appelle le delta T maximal possible sur cette batterie. Ben, si vous envoyez de l'eau à 6, si c'est un échangeur qui est sur de l'ambiance, le maximum que vous pouvez avoir, c'est vous retourner à la température ambiante. Ça veut dire que vraiment, vous avez vraiment échangé toutes les frigories, les calories que vous avez dans l'eau et tout est passé dans l'ambiance. Donc, votre delta T maxi, ça sera de l'eau à 6 qui ressort, mettons, si votre température ambiante de consigne c'est 24 degrés, de 6 à 24. 6 à 24, ça fait 18. Eh bien, si vous divisez donc delta T nominal 6 divisé par 18, 6 divisé par 18, ça fait 0,3. Eh bien, ça vous donne la pente de votre courbe ici quand vous êtes proche de la puissance nominale. Donc 0,3, ça veut dire que quand vous êtes proche de la puissance à 100%, si vous augmentez de 10% le débit, eh bien la puissance augmente de 0,3 fois 10, donc ça fait 3%. Vous augmentez de 10% le débit, la puissance n'augmente que de 10%. Là, je suis proche des conditions de puissance maximale. Par contre, au départ de la courbe, vous prenez l'inverse de ce coefficient, 0,3 divisé l'inverse, ça fait 3. Et bien ça vous donne la pente de la courbe à l'origine. Donc ça veut dire que si vous augmentez le débit de 10%, la puissance augmente de 30%. Et là, je pense que vous avez compris de suite la problématique que l'on a. La problématique en régulation, c'est toujours les petites puissances. Quand je travaille en charge faible, c'est ce qu'a décrit Antoine, la majorité d'un temps de fonctionnement, eh bien, on voit que dans ces charges-là, si j'envoie 10%, j'ai de suite 30% de la puissance. Et donc, je vais avoir un problème de régulation. C'est pour ça qu'on va utiliser, pour faire de la régulation performante, des vannes dites égales pourcentage et non pas des vannes linéaires. J'espère de nouveau que j'ai répondu à la question, mais si ce n'est pas le cas, Oui, on pourra y revenir. je pense avec beaucoup de détails. Et je pense si vous voulez revenir là-dessus, n'hésitez pas à nous recontacter parce que c'est un sujet peut-être un peu complexe, mais qui demande pas mal d'attention. Alors, je passe à une autre question. Vaut-il mieux mettre une vanne TA sur le retour ou l'aller de l'installation? Alors, j'ai envie de dire peu importe. Euh, Avantages et inconvénients de l'une ou de l'autre. Peut-être que Eric, tu peux répondre à ça? Oui. Alors, il y a souvent cette question. Alors, vanne TA ou vanne de régulation, hein, d'ailleurs, de façon générale, une vanne modulator, une vanne compact P, est-ce que je dois la mettre sur le départ ou sur le retour? Enfin, du point de vue hydraulique et du point de vue thermique, il n'y a aucune différence. Vous pouvez très bien mettre une vanne de régulation ou une vanne d'équilibrage sur le départ, par exemple. Vous allez régler le débit de la même façon et vous allez faire la régulation soit du ventilo-convecteur, soit de l'échangeur, exactement de la même façon que si vous l'aviez mis sur le retour. En fait, de façon un petit peu générale, l'habitude a voulu que les vannes d'équilibrage, par exemple, sont placées plutôt sur le retour de l'installation. Et en fait, ça vient de quelques années en arrière. Vous savez, c'est les vannes d'équilibrage, elles ont connu leur premier succès sur l'équilibrage des pieds de colonne parce que les installations de chauffage eh bien, souffraient de déséquilibre encore aujourd'hui, malheureusement. Et donc, la vanne d'équilibrage est venue comme solution salutaire pour dire on va équilibrer tous les pieds de colonne et au moins on répartit la température sur l'ensemble du bâtiment. Et comme la vanne d'équilibrage, elle intègre une fonction qui nous permet de vidanger l'installation si on veut faire des travaux, puisqu'elle va faire vanne d'arrêt d'isolement et puis
elle permet de vidanger. Eh bien, pour vidanger correctement une colonne de radiateur, il faut être placé sur le retour. Donc, on a dit, ben, mettez plutôt la vanne d'équilibrage sur le retour de l'installation. Comme ça, vous, si vous en avez besoin, vous aurez bénéficié de toutes les fonctions. Mais pour, je le répète, pour l'équilibrage de la régulation, c'est complètement équivalent entre régler un débit à l'entrée ou le retour. C'est exactement la même chose, hydrauliquement et thermiquement. Merci. Alors, question suivante. Ah oui, concernant iSelect, donc on nous reporte qu'il y a un problème avec le lien de téléchargement de iSelect. Donc, voilà, comme je vous ai expliqué, le site internet vient d'être rénové, remodelé. Et donc, merci pour de nous Oui. rappeler ça. Il y a un petit problème, en effet, sur le lien de téléchargement de iSelect. Donc, il a peut-être déjà été résolu ou non, ou alors il sera résolu très rapidement. On vous recontactera pour vous tenir au courant. Nouvelle question. Une installation avec des vannes 6 voies sans vanne d'équilibrage terminale à pression différentielle telle que présentée ne permet donc pas d'assurer des hautes températures de retour d'eau glacée. Donc rendement des groupes froids dégradés ou pénalisation de facturation des concessionnaires. L'avez-vous constaté sur des installations sans ces vannes d'équilibrage? Alors, oui. Alors, de nouveau, le, c'est assez bizarre. D'ailleurs, on voit ça. Ma grande expérience du métier me permet d'avoir vu ça à une multiples reprises. Quand vous avez des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on a l'impression qu'on oublie certaines basiques. Les plafonds froids, avec les systèmes changeover 26 voies, c'est plutôt récent en fait. Hein. Ça a moins de 10 ans. Dans nos métiers, moins de 10 ans, c'est peu. Il y a vraiment, depuis 5 ans, où il s'en fait beaucoup, surtout en région parisienne, des installations plafond froid. Ça coûte plus cher qu'une installation ventilo-convecteur. Mais voilà, après, on peut trouver d'autres avantages. Et tout d'un coup, parce qu'on met une vanne 6 voies, alors c'est déjà compliqué, une vanne 6 voies, ou du moins c'est assez cher, peut-être que c'est à cause de ça. Bon, on s'est dit, c'est une vanne quart de tour, hein, comme je l'ai expliqué, ben, finalement, elle va s'ouvrir, se fermer. L'équilibrage, est-ce que c'est vraiment important? La régulation, est-ce que c'est vraiment important? Bon, ça s'ouvre, ça se ferme. En fait, quand je dis, j'ai à peu près entendu la même chose sur des radiateurs, sur des ventiles convecteurs, sur toutes les technologies. Et puis, on s'aperçoit que quand on ne fait pas l'équilibrage correct, je ne parle même pas de choses sophistiquées, mais correctes, eh bien oui, on obtient des déboires de fonctionnement. Les problèmes d'équilibrage, c'est bien sûr à des moments, eh bien, quand toutes les vannes vont s'ouvrir, vous avez certains panneaux qui sont moins irrigués, donc vous n'obtenez pas vos puissances frigorifiques ou de chaud. Donc vous avez ces problèmes classiques de déséquilibre hydraulique. Donc il va falloir faire un équilibrage de ces panneaux, d'autant qu'une même 26 voies peut alimenter des fois 2, 3, 4 panneaux, et à ce moment-là, les pertes de charge sont complètement différentes. On oublie ça, hein, c'est que les pertes de charge des panneaux ne sont pas les mêmes parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes trames. En plus, on est susceptible à des moments de changer et de dire une 23 voies qui alimentait certains panneaux, je veux pouvoir la faire alimenter d'autres. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces problématiques. Et puis, en termes de régulation, c'est tout à fait similaire à ce qu'on peut trouver sur les ventiles convecteurs et autres. Bien sûr que le tout ou rien, ben, ça va marcher. Ça va marcher. Ça marche aussi sur un ventiloconvecteur. Sur la température ambiante, on va probablement pas constater de grosses différences en termes de comportement, de qualité de température ambiante. Par contre, évidemment, si vous travaillez en tout ou rien, vous dégradez vos températures sur les groupes de froid et vous dégradez vos températures sur les chaudières. C'est une évidence, en fait, tout simplement parce que vous êtes en train d'utiliser plus de débit qu'il vous faut par rapport à la puissance que vous êtes en train de délivrer. Donc, conséquence de ça, vous dégradez les températures. Ok. De nouveau, j'espère que j'ai répondu à la question, mais de Je- nouveau, on pourra discuter de ça sans aucun problème. Ok. Alors, bon, nouvelle question. Bonjour, où peut-on retrouver votre présentation? Donc, n'hésitez pas à nous téléphoner ou nous envoyer un mail pour qu'on vous envoie cette présentation. Elle sera disponible en principe d'ici la fin de la journée et on pourra vous l'envoyer à partir de demain. Vous recevrez également un email de
avec contenant le replay de la présentation qui sera sur YouTube, et vous pouvez aussi voir tous les replays de nos webinaires sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un mail si vous ne recevez pas le replay ou la présentation. Alors, à quand la commercialisation de la TA Smart avec régulation de Delta P? Ouais, alors là, c'est une bonne question qui nous intéresse aussi. La technologie d'Advantea Smart, pour ceux qui ont eu déjà les présentations, enfin vous avez vu rapidement, hein, très rapidement, parce que ce n'était pas de nouveau l'objet de ce webinaire, mais on pourra y revenir pour ceux que ça intéresse. Bon, c'est des superbes technologies et on a, je pense, on est le seul fabricant à avoir développé réellement une vanne couvrant cette application. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté un débit ultrasons d'un côté, une vanne de l'autre, et puis on assemble les deux et on fait fonctionner. On s'est vraiment lancé dans un développement où on a fabriqué une vanne spécifique. On peut le faire parce qu'on fabrique nos produits de A à Z. On a les fonderies, on a les tests, on a les laboratoires, on fabrique tous nos matériels. Et donc, on a choisi vraiment de développer une vanne spécifique pour cette application. Mais bien sûr, c'est un gros travail que l'on a démarré déjà il y a plus de 3 ans. Et on a commencé par lancer les premiers modèles cette année, du DN32 au DN80. Et on va compléter la gamme petit à petit, avec notamment des régulations en delta T. Ça, c'est une régulation qui est importante aussi. J'ai entendu la question en delta P, hein, mais je vais y répondre. Oui. Mais en delta T, qui est une régulation qui est intéressante aussi, ou en puissance, qui va nous permettre, par exemple, de dire attention, je veux limiter la puissance à un certain moment avec cette vanne-là, puisque je la mesure, je peux la contrôler. Donc, ça rajoute des fonctionnalités. On est en train de travailler sur ces fonctionnalités et ça doit être mis au point. Il ne s'agit pas juste, vous savez, de rajouter 2 sondes de température et dire je vais faire du delta T. Non, non, il faut le faire correctement et on travaille avec des simulations en laboratoire pour ça. Donc ça va être, je pense, dans le premier trimestre de 2022. Également, on travaille sur les autres diamètres, les plus petits diamètres et les plus gros. Et ça, à mi-année 2022, on doit avoir la vanne complète, la gamme complète du DN20 probablement jusqu'au DN125. Donc ça couvre déjà beaucoup, une grosse gamme de débit. Et puis en même temps, à peu près pour mi-année 2022, avoir également cette option de régulation en delta P, cette fonction supplémentaire. Je dois ici vous dire que voilà, au fur et à mesure que l'on avance, on confirme les dates en ingénierie et en fabrication d'usine. Vous savez, on prévoit des plannings et puis ensuite il y a des tests. Il y a des tests très poussés de nos technologies, quelles que soient les températures d'eau, de glycol, de savoir est-ce qu'un coude peut influencer les mesures, etc. Et vous savez, par exemple, notre vanne, il n'y a pas besoin d'avoir des distances amont et aval, mais ça demande énormément de tests. Donc, il se peut que pendant les tests, on découvre, tiens, ah oui, mais finalement, ça ne réagit pas comme on voudrait, donc il y a des modifications et ce qui retarde le lancement. Mais en gros, pour répondre à votre point, mi-2022, on devrait avoir une gamme plutôt très complète, incluant cette régulation en delta P. Et si vous avez des applications particulières, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on peut les travailler ensemble dès maintenant. OK. Donc, alors on a d'autres questions concernant la TA Smart. Peut-elle être paramétrée pour limiter un débit chaud et froid dans le cadre d'une installation changeover? Alors, la réponse est oui. Oui. Il y a ces fonctions, fonction débit chaud, débit froid, et vous allez régler ça. Et ensuite, votre changeover, vous allez faire une demande soit via le bus de communication, vous faites une demande de bus pour basculer sur le régime chaud, le régime froid. Vous pouvez très bien également interpréter les températures. C'est-à-dire que, bien, à un moment donné, quand votre sonde qui est placée sur l'alimentation, eh bien, si vous avez une température, par exemple, inférieure à 15 degrés, vous pouvez dire, tiens, là, je suis en train de rentrer dans le mode fonctionnement froid. Et à ce moment-là, la vanne vous dit, attention, je suis maintenant sur le mode froid. Tu vas faire du comptage d'ailleurs d'énergie dans le mode froid de l'installation. Et vous avez 2 compteurs d'énergie à ce moment-là séparés sur votre installation. Vous pouvez très bien également programmer de façon annuelle ou hebdomadaire. Vous avez une programmation pour faire ce basculement entre 2 modes. Alors là, on parle de mode chaud, mode froid, mais on pourrait très bien envisager petite puissance, grande puissance, par exemple, ou petit débit, grand débit.
vous avez toutes ces fonctionnalités qui sont prévues dans la TA Smart. Vous pouvez programmer avec votre tablette, smartphone ou via le bus de communication BACnet ou Modbus. Oui, donc alors on avait une question également, comment comment on effectue les réglages sur la TA Smart? Eh bien, bon, Eric vient d'y répondre du coup. Donc donc elle a un chipset Bluetooth, là, cette TA Smart. Donc on peut soit régler directement avec un téléphone ou alors via un bus de communication. Et on peut même communiquer avec un cloud. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors oui, on nous demande si la TA Smart est mid pour la fonction comptage. Alors la TA Smart, elle répond en termes de précision de mesure. La certification MID, hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle Measuring Instrument Directive, donc qui certifie des compteurs d'énergie. Elle a été faite pour ça. Et d'ailleurs, plutôt les compteurs d'énergie dans le domaine du chaud. En fait, elle a été établie, mise en place pour le domaine du comptage d'énergie en chaud, comptage par exemple d'énergie sur les appartements et facturation de cette énergie par appartement. La TA Smart, en fait, est conforme en termes de précision, de mesure, de delta T, de débit et donc de puissance, et conforme à ce qu'on appelle MID classe 2. Et ça, d'ailleurs, que ça soit du chaud, du froid ou qu'il y ait du glycol ou pas dans l'eau, d'accord, un additif dans l'eau. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs avec un compteur qui serait MID. En fait, c'est pour du chauffage en fait, uniquement. Mais pour autant, pour répondre correctement à la question, pour autant, elle n'est pas certifiée MID parce que la certification MID, en fait, est une certification tout à fait particulière la partie précision n'est pas le point le plus important, hein, puisque je vous dis, on a les précisions d'un compteur MID, mais ça intègre d'autres contraintes qu'on n'a pas souhaité avoir dans un premier temps, parce qu'en fait, le comptage, d'ailleurs, avec facturation, c'est un cas un peu particulier et finalement assez rarement demandé, et puis on met du compteur pour ça. Et on a choisi l'option de démarrer avec une 21 Smart qui, pour l'instant, n'est pas certifiée. Et on verra dans un deuxième temps si on se lance dans la certification. Mais à ce moment-là, c'est des modifications, c'est des modèles différents, c'est des coûts beaucoup plus importants aussi du matériel. Si ça ne doit pas être utilisé pour réellement de la facturation, ça n'a pas d'intérêt. D'autant qu'il faut aussi prévoir des coûts de mise en service qui doivent être de façon certifiée et également de calibration à temps régulier. Donc voilà, ça a des contraintes, le MID. Si c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a une réelle refacturation, ben oui, alors à ce moment il faut prendre des compteurs. Si c'est pas réellement nécessaire, ce qui est souvent des cas, puisque ce qu'on veut faire souvent sur les installations, c'est avoir une mesure d'énergie pour avoir un management de l'énergie, une conscience de ce qui est consommé et puis agir de façon correcte pour réduire les consommations, c'est pas forcément pour faire de la refacturation. Donc voilà, de nouveau, j'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez revenir vers nous sans aucun problème. Ok, merci Eric. Alors voilà, on a fait le tour des questions. Très bien. Et du coup, on se redonne rendez-vous maintenant le 25 novembre pour vous détailler donc les différents logiciels et services d'aide à la conception hydraulique qu'on peut mettre à votre disposition. Très bien. Un grand merci à tous pour votre attention, votre patience et votre fidélité à ces rendez-vous webinaires. C'est un échange, hein, c'est un échange technique avec vos questions à la fin qui sont toujours très intéressantes. Évidemment, si vous avez d'autres points, soit parce qu'on n'a pas répondu suffisamment en détail sur les questions qui étaient posées, ou d'autres points, d'autres discussions ou d'installation de projets dans lesquels vous souhaiteriez regarder ces diverses solutions technologiques, on est évidemment à votre entière disposition. Un grand merci à tous, à très bientôt. Merci à vous, bonne journée.